Alors que beaucoup pensaient que le départ de Kane allait tuer les espoirs d'une belle saison de Tottenham, alors que beaucoup pensaient qu'aller chercher un coach qui n'a jamais entraîné dans le top 5 européen était une erreur monumentale, les Spurs se sont révélés comme l'une, si ce n'est la plus belle équipe de la saison. Et tout cela grâce à un seul homme, Ange Postecoglou. Et je pense qu'après ce début de saison, vous commencez à tous comprendre pourquoi j'ai autant fait de tweets et de vidéos sur lui. Lorsque Ange arrive à Tottenham, il découvre un club un peu perdu, un staff et un effectif lessivé qui viennent de passer une saison très compliquée sous Antonio Conte. Avant même sa nomination, t'avais des nostalgiques qui avaient compris ce besoin d'un retour de la philosophie qui entourait Pochettino, celui qui avait permis à un club comme Tottenham d'intégrer le top 6 de Premier League et qui avait disparu depuis le départ de l'Argentin. Levy, en voulant faire grandir son club, a précipité sa stratégie en visant des coachs déjà établis qui se sont sentis au-dessus de l'institution. Eux avaient un statut, une armoire à trophées qui leur donnait de la légitimité et cette situation a créé beaucoup de conflits en interne. L'arrivée de Postecoglou est venue répondre à ces problèmes, puisque lui sait d'où il vient, il n'était pas un grand nom, il n'était même pas le premier choix de son président et il accepte cela. To dare is to do, c'est ce qui représentait l'Argentin fan de citron, mais c'est aussi ce qui représente la philosophie de l'Australien, et pas seulement dans le jeu, puisque c'est surtout mentalement que l'impact du nouvel arrivant s'est fait ressentir. J'ai bégayé, pardon, mais je reviens de reprise. Tottenham depuis août, c'est 5ème dans une saison de Première Ligue assez spectaculaire où la concurrence est très élevée, c'est 28 buts marqués pour 20 encaissés, et surtout c'est 10 matchs de suite sans défaite, en réussissant à prendre des points même chez les gros de Première Ligue. Des statistiques flatteuses qui s'expliquent d'abord par une gestion exemplaire des hommes qui composent l'effectif. Si tu regardes les matchs, si tu suis depuis quelque temps les joueurs qui composent l'effectif, tu te rends compte que la plupart sont en train de développer leur meilleur football. Des joueurs qui étaient perdus comme Bissouma, qui étaient placardisés comme Sarr, qui n'étaient pas dans une bonne passe comme Son, sont actuellement à leur meilleur niveau. C'est en partie grâce au discours de Postecoglou, puisque si Conte ramenait beaucoup de négativité, et ça se voyait dans ses conférences de presse, l'Australien lui souhaite créer une unité, un groupe qui se bat avec et pour lui. Madison en parlait dans une interview, ses causeries sont parmi les meilleures qu'il ait connues en tant que joueur, et là aussi tu sens en conférence de presse que Postecoglou est excellent en communication. D'ailleurs, pour faire un parallèle, je crois que c'est John Terry qui récemment parlait de l'importance de l'union et du discours dans sa carrière à travers l'importance que Mourinho lui portait. C'est une caractéristique que beaucoup de grands coachs partagent. Conte a su le faire à l'Inter, mais à Tottenham il a créé une atmosphère toxique qui a bien montré qu'il n'était pas du tout fait pour ce club. C'est un aspect qui est peu souligné lorsque l'on parle de Tottenham, puisque ce qui se passe sur le terrain a tendance à éclipser ce qui se passe en coulisses. Et sur le terrain justement, le jeu développé grâce à ce mélange de joueurs reconquis par le discours et la jeunesse de l'équipe a totalement emballé tous les observateurs. Puisque oui, les Spurs ont l'effectif le plus jeune de Premier League et le mercato de cet été n'a pas aidé à augmenter l'âge moyen. C'est un élément important de l'ADN de Tottenham que Postecoglou a respecté. Et même il en a besoin pour développer son jeu qui demande une discipline tactique, une endurance et une qualité technique de très haut niveau. Dans sa formation, l'équipe doit aspirer l'adversaire en sortant proprement grâce à un jeu court. Il doit être capable d'exploser quand la première ligne de pression est passée pour attaquer de tous les côtés le camp adverse. Lorsque le ballon est perdu, l'objectif est de rester haut, de récupérer le ballon, de presser le porteur au plus vite pour que l'adversaire ne puisse pas être capable de créer le danger et profiter des décalages que les montées de toute l'équipe a créés. Les latéraux rentrent à l'intérieur pour offrir des solutions à la relance, le milieu offensif doit toujours être libre et trouvable sur le terrain, les ailiers qui n'ont pas de course pour dédoubler dans leur dos doivent être capables de faire des différences solo, et dans ce schéma imbougeable, Tottenham est en train de briller en Première Ligue. Une chose que l'on ne s'attendait pas après avoir vu Mourinho et Conte détruire ce club. Tout cela c'est une philosophie de jeu à laquelle le coach adhère et récemment cela lui a valu quelques critiques de personnes qui n'ont pas compris que ne pas déroger à une philosophie ne signifiait pas ne pas avoir de plan B. Voilà comment Tottenham est en train d'écrire les premières pages de l'ère Postecoglou, que beaucoup l'oublient mais ce ne sont que ses premiers mois à la tête de l'équipe. Durant cette période, il a relancé tout un groupe de joueurs qui étaient un peu perdus, il a réussi à remettre en confiance et unir des joueurs qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs à leur poste, et pour son premier mercato, il a réussi à bien renforcer un groupe qui avait clairement besoin d'un peu de sang frais, à des postes clés, comme la défense. Voilà, ma vidéo pourrait s'arrêter là, franchement elle serait plutôt intéressante, mais comme je l'ai dit il y a pas longtemps, si je veux être votre créateur de contenu préféré, je vais bien évidemment aller plus loin. Est-ce qu'avec la série récente de défaites contre Chelsea, les Wolves et Aston Villa, on n'aurait pas vu le plafond de cette équipe? Cette question que beaucoup de gens extérieurs à Tottenham posent est absolument débile, mais si je creuse, je peux la transformer en une question pertinente. Avec la récente vague de blessures et d'expulsions qui a touché des joueurs clés de l'effectif, la liste des absents pour ces matchs est absolument dingue, ce qui a impacté les résultats. Pourtant, malgré les blessures, il a énormément de positifs à tirer de ces matchs.
L'équipe qui n'avait pas connu la défaite a failli établir un record en perdant 4 fois de suite mais en mettant à chaque fois le premier but de la rencontre. Cela montre que malgré les blessures, l'effectif était toujours capable de répondre aux attentes, mais pas sur la durée. Avec d'ailleurs qui n'a pas les faveurs de Postecoglou et qui était lui aussi absent, tu as un problème en défense qui impacte tout l'effectif puisqu'avec les absents, tu t'es retrouvé sans centrale de formation. Les latéraux remplaçants ont donc dû compenser, créant une faiblesse que les adversaires ont su exploiter et qui s'est particulièrement reflétée sur Emerson Royal. Le latéral brésilien est l'un des deux maillons faibles de ce début de saison et si jusque-là il n'avait pas encore causé trop de problèmes, le match nul contre City a mis en lumière ses problèmes techniques. Mais si le premier maillon faible est Emerson, c'est le second qui est pour moi le plus préoccupant. Richarlison. Soyons clairs, non, je ne suis pas anti-brésilien, mais les deux, en plus d'avoir des profils particuliers, n'arrivent pas à se mettre au niveau de leur coéquipier depuis le début de saison. Richarlison semble avoir quelques problèmes personnels, j'en suis navré, mais Tottenham avait vraiment besoin d'un attaquant, et lui a laissé sa chance. Sans Kane, avec l'arrivée tardive de Johnson, je pensais qu'il réussira à s'imposer, mais non, il est resté l'échec, celui que Tottenham a surpayé, et je trouve ça assez dommage. Aujourd'hui, l'équipe est trop dépendante de Son pour marquer, et c'est un problème trop important qui explique pourquoi sans Maddison, l'équipe galère autant. Un problème en défense, un autre en attaque. En soi, sans les blessures, rien de bien trop grave, et on l'a bien vu avec la série de matchs sans défaite. Mais du coup, sans les blessures qui ont gâché cette première partie de saison, dans quelle case doit-on mettre Tottenham? Eh bien, voilà une question intéressante qui découle d'une question débile. Est-ce qu'en un été et 3 recrues, Tottenham est passé d'une équipe incapable de sécuriser l'Europe à un concurrent sérieux au titre? Voilà, là c'est plus explicite, et c'est pour moi la question qui résume cette première partie de saison. La réponse est assez compliquée, puisqu'actuellement dans le top de Première Ligue, si on est honnête, tu as 3 clubs qui sont les grands favoris pour jouer. 2 révélations de la saison qui jouent les troubles faits, et des poursuivants qui chassent d'un peu plus loin dans un top 9 très intéressant. La particularité de cette saison, c'est qu'en plus d'avoir pu assister à un retour en force de Liverpool, City n'arrive pas à dominer autant que les années précédentes, ce qui rend le championnat très ouvert cette saison. Alors si on continue dans l'honnêteté, dans un monde normal, non, Tottenham ne joue pas le titre. Je ne pense pas que c'était le but de cette saison. Actuellement dans ce top, Tottenham est la seule équipe à ne pas jouer l'Europe. C'est un avantage et aussi un inconvénient qui signifie que l'objectif premier est l'obtention d'un top 4 pour un retour en LDC. Maintenant, dans ce monde où City perd à Aston Villa, dans ce monde où Tottenham n'est qu'à 7 points de Liverpool malgré les blessures, eh bien difficile de ne pas croire que l'équipe n'en fait pas partie. En tout cas pour l'instant. L'absence de match européen est un gain d'énergie très important qui va permettre une concentration absolue sur la coupe et le championnat. Mais comme je l'ai dit précédemment, les blessures ont trop d'impact sur le 11 titulaire, puisque l'effectif n'est pas complet en termes de qualité. C'est assez dingue, mais malgré le retard au niveau des projets, Tottenham est en train de réussir à coller le peloton de tête dès la première année de Postecoglou, mais pour le faire sur la durée, il faudra régler ce problème de blessure. Et pour le régler, il va falloir identifier les problèmes de l'effectif et les corriger au mieux cet hiver. Ce mercato hivernal va être assez compliqué pour Tottenham, qui a déjà bien investi l'été dernier, mais même si le budget sera dépendant des ventes, Levy a bien compris que la fenêtre de janvier pourrait être essentielle l'hiver dernier et pourrait retenter l'expérience. Vous remarquez que je prends un ton différent dans cette vidéo, c'est bizarre je trouve. Pierre-Emile Højbjerg, dont le contrat finit en 2025 est sur les tablettes de quelques clubs qui le voudraient en prêt, mais qui vont devoir sortir le chéquier s'ils veulent le milieu de terrain. Eric d'ailleurs qui devrait signer un pré-contrat avec le Sporting pourrait partir pour un faible montant qui fera du bien aux deux clubs. Brian Hill devrait chercher un nouveau prêt, Richarlison doit se relancer ou partir en Arabie Saoudite, et Hugo Lloris veut un dernier challenge pour sa fin de carrière. Voilà la liste des départs potentiels. Lo Celso en fin de contrat en 2025 pourrait se rajouter, mais c'est tout selon moi. C'est peu, mais cela n'empêche pas le club d'être intelligent pour régler ses problèmes avec un budget resserré. Quelques pistes sont déjà sorties, et bizarrement elles confirment mes observations. Tottenham a besoin de 3 recrues pour avoir un effectif complet. Un central doit sûrement être la priorité absolue, surtout si d'ailleurs part, et pour moi, l'homme parfait serait Jean-Claire Todibo. Le nouvel international français correspond au profil de défenseur central technique capable d'être courageux à la relance, qui va challenger Romero et Van de Ven pour une place de titulaire. Ses capacités balle au pied qu'il a obtenues grâce à son passage au milieu sont parfaites. Todibo qui souhaitait quitter Nice l'été dernier pourrait se montrer intéressé par le projet de Tottenham, mais c'est un cas compliqué. Je pense que c'est faisable, mais ce n'est pas optimal du côté financier, puisque son transfert dépassera sûrement les 30 millions au minimum. Actuellement, 2 autres noms sont cités, Ben Godfrey d'Everton et Lloyd Kelly de Bournemouth, mais aucun des deux n'est pour moi plus intéressant que le français. En attaque, pendant un temps, j'ai pensé que la solution aurait été d'aller chercher un buteur pour permettre à Son de retrouver son côté. Si pour moi Santiago Jiménez de Feyenoord est le profil parfait, Ivan Toney de Brentford qui fait son retour de suspension aurait pu être intéressant lui aussi. Et c'est plus facile de le voir lui partir cet hiver que le Mexicain. Cela renforcerait un secteur délaissé par les départs de Kane et Richarlison, et tu pourrais essayer d'améliorer encore plus en tentant le prêt de Jota en Arabie Saoudite
pour t'assurer d'avoir un bon de qualité dans ce secteur. Mais finalement, celui qui tient la corde en attaque pour le moment, ce n'est pas un attaquant, c'est Samuel Elling Jr. Moi, je ferai une vidéo spéciale sur lui, donc je vais vite fait en parler. Rejeté par la Juventus à 18 mois de sa fin de contrat, l'Anglais est une belle opportunité qui pourrait s'avérer intéressante à tenter, notamment sur le volet économique, puisqu'on connaît la Juventus qui serait prêt à tout pour obtenir un bon billet. En payant un peu plus que les 15 millions demandés, tu pourrais tenter un prêt avec option d'achat, à l'image des deals Kulusevski et Betancourt que Paratici avait mis en place. Ce n'est pas idéal, son arrivée signifierait qu'il faudrait garder Richarlison, mais économiquement c'est la meilleure solution, en tout cas sur le court terme. Dernier chantier, le milieu, et là c'est plus compliqué. Honnêtement, je ne sais pas quel profil serait idéal. Récemment, on a bien compris que Calvin Phillips ne faisait pas partie des projets de Guardiola, il serait intéressant, mais pour l'instant, étant donné que je n'ai pas plus d'infos, je ne vais pas m'atteler à trouver quelque chose et me tromper. Mais je vais quand même te lancer un petit nom. Si vous me suivez, vous savez que je crois beaucoup en Matt O'Reilly, un ancien joueur de Postecoglou qui continue de performer même sans lui, et qui pourrait être intéressant cet hiver. Bref, tu vois le topo, Tottenham est à quelques joueurs d'être un vrai concurrent au titre, c'est anormal mais cela montre que les joueurs ont évolué à un niveau qui n'était pas attendu selon moi. Postecoglou est en train d'imposer sa vision dans le top européen, dans le top de la meilleure ligue du monde, et en tant que passager du train depuis des années, le voyage a été long, mais il a clairement valu le coup. Maintenant, est-ce que comme à son habitude, Tottenham va tout ruiner en seconde partie, ou est-ce qu'on va avoir une belle surprise, notamment en coupe? En tout cas, quand viendra l'heure du bilan, il faudra se rappeler que ce n'est que la première année de son coach, et donc que très souvent, c'est lors de la seconde que son jeu est à son paroxysme, et que ses équipes remportent enfin un trophée.